Et tout de suite, l'explication de la dépréciation de la monnaie étrangère face au franc congolais. Michel Michoman est notre invité. Il est chef des travaux à l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Il est également expert, économiste des formations. Il est déjà dans nos mires. Bonsoir, Michel Michoman. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, très bien. Et vous-même? Oui, ça marche. Ça fait pratiquement beaucoup d'années que nous vous avons reçus sur les ondes de 10e Télévision. C'est toujours un régal de vous avoir. Merci. Alors, économiste des formations, dites-nous votre sentiment que vous avez en observant la dépréciation de la monnaie étrangère face au franc congolais. Merci beaucoup pour la question. Déjà, il faut ici noter un sentiment de satisfaction par rapport aux mesures conjoncturelles que la Banque centrale a prises pour essayer de faire apprécier la monnaie nationale par rapport au dollar. C'est vraiment un sentiment de satisfaction et nous voulons vraiment que ça continue dans cette allure-là. Alors, on va parler des facteurs économiques internes qui ont favorisé cette situation. Dites-nous, quels sont ces facteurs en question? Merci beaucoup. La question est très importante et j'aimerais vraiment que j'ai un peu suffisamment de temps pour essayer d'expliquer. Déjà, il faut comprendre que l'économie nationale fonctionne selon les décisions de pouvoir public. Lorsque je parle de pouvoir public, je fais ici allusion à l'autorité publique et de manière particulière, je fais allusion ici aux différents services nationaux, le ministère ayant l'économie dans leurs attributions. Je fais ici allusion à l'économie, au ministère de Finances, ministère de l'économie, commerce extérieur, ainsi de suite. Mais également sur le plan du point de vue monétaire, je fais allusion ici à la Banque centrale. Alors, il y a ce que nous appelons en économie la politique économique, qui est l'ensemble des décisions que le pouvoir public met en place pour faire avancer l'économie. Et cette politique économique a trois principaux axes, trois principaux instruments. Nous avons l'instrument de la politique monétaire, l'instrument de la politique budgétaire, mais aussi l'instrument de la politique de change. Alors, du point de vue temps, comment cette politique économique se met en place? Nous avons d'abord une politique économique à long terme, qui est l'ensemble de mesures que le pouvoir public prenne, mais qui influencent l'économie dans les longs termes. Ça veut dire au-delà de 2-3 ans, ainsi de suite. Mais il y a également des mesures, soit une politique économique à court terme, qui est l'ensemble de mesures que le pouvoir public met en place pour gérer l'économie dans un court terme. Et c'est le mesure à long terme, ce que nous appelons le mesure structurelle, et les mesures à court terme sont celles que nous appelons les mesures conjoncturelles. Et la Banque centrale, comme étant l'autorité monétaire, parce que c'est elle qui est l'autorité monétaire du pays, c'est elle qui a la charge de la conduite de la politique monétaire comme un des instruments de la politique économique. Elle agit au travers de mesures conjoncturelles. Et ici, je ne voudrais pas ici omettre le fait que nous avons... À court terme, je voulais dire. Je ne voulais pas ici omettre le fait que nous avons une monnaie qui n'est pas forte du fait que nous ne produisons pas. Alors, cette faiblesse de notre monnaie ne nous permet pas de nous engager sur des mesures structurelles jusque-là, même s'il y a des efforts qu'on va bien sûr aborder ici, mais jusque-là, nous jouons avec les instruments des politiques à court terme, soit de mesures conjoncturelles. C'est ce que la Banque centrale a fait. Alors, la question, je reviens maintenant à la question, qu'est-ce que la Banque centrale a fait, soit quels sont les instruments utilisés par la Banque centrale?
Ici, la Banque centrale, j'ai suivi, comme vous également, l'intervention du gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso, qui a expliqué de manière très pédagogique sa décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la Banque centrale, elle est aussi l'autorité bancaire. C'est elle qui est la banque des banques. C'est elle qui gère les systèmes bancaires. Et comment ça se passe? Avant qu'une banque ouvre en RDC, elle doit remplir un certain nombre de conditions qui sont les unes d'ordre juridique, les autres d'ordre financier. Du point de vue financier, il y a une condition selon laquelle, pour qu'une banque commerciale ouvre ses portes et exploite en RDC, elle doit obligatoirement d'abord faire un dépôt à la Banque centrale de ce qu'on appelle le réserve obligatoire. Ces réserves obligatoires ont pour rôle, premièrement, permettre à la Banque centrale de réguler la masse monétaire en circulation, mais aussi permettre à la Banque centrale de faire les suivis, n'est-ce pas, des différentes transactions effectuées par le banque commerciale, de réguler le crédit, de motiver ou démotiver le banque à octroyer les crédits, de sorte à maîtriser l'inflation sur le marché. Et lorsque ces réserves deviennent trop exorbitantes, alors cela a un impact sur le marché de change, sur les taux d'échange. C'est comme ça que lorsque la Banque centrale est arrivée, plutôt l'actuel gouverneur de la Banque centrale est arrivé, je voulais dire, qu'est-ce qu'il a fait comme constat? Il s'est rendu compte que il y avait une quantité de réserves obligatoires stockées en francs congolais. C'est ce qui faisait que sur le marché, il y avait beaucoup de francs. Or, les taux d'échange, c'est quoi? C'est le prix d'une monnaie contre une autre. Et ce prix d'une monnaie contre une autre se régule par la loi de l'offre et de la demande, qui stipule que lorsque un bien est plus demandé, il devient cher, mais lorsqu'un bien est plus offert, il devient moins cher. Donc le prix augmente lorsque le bien est plus demandé. Mais ce même prix diminue lorsque ce bien-là est moins demandé. Et une monnaie, au-delà de tout, une monnaie en économie est considérée comme un bien. Un bien, oui. Vous voyez? Et lorsque nous avons sur le marché une grande quantité de la masse monétaire en francs congolais, ce qui veut dire que le franc congolais comme étant un bien devient le bien le plus offert et sa valeur diminue, son prix diminue. C'est ça qui faisait que notre taux d'échange ne faisait que grimper. Alors, qu'est-ce que le gouverneur a fait? Il a augmenté ces taux-là de réserve obligatoire, permettant ainsi aux banques centrales, aux banques commerciales de venir encore davantage avec de francs, ce qui permettra alors la diminution de la quantité de francs en circulation. Alors, une façon pour la Banque centrale, de permettre cette diminution de la masse monétaire en circulation et permettre à ce que le franc s'apprécie par rapport au dollar. Donc, c'est simplement ça. Jusque-là, il a joué avec ça. Mais pour ne pas permettre que cela se suive d'une inflation, alors, il a fallu, au départ... Permettez que je vous pose la question, parce que c'était même ça ma question. Oui, oui, oui. Est-ce nous assistons à un signe de la stabilité économique ou plutôt un déséquilibre temporaire? Je vais répondre à cette question-là par oui et non, et je vais m'expliquer. Je commencerai par dire oui, du point de vue théorique. Oui, du point de vue théorique, parce que, comme je l'ai dit, le pouvoir public intervient pour réguler l'économie au travers de la politique économique, mais laquelle peut s'exécuter dans les cours, tout comme dans les longs termes. Dans les cours, c'est au travers de la Banque centrale, si je fais allusion aux mesures conjoncturelles, telles que celles que la Banque centrale a prises. Ce sont des mesures conjoncturelles. Là, c'est la part que vous attribuez à la Banque centrale. Oui. Mais ces mesures conjoncturelles, vous comprenez qu'elles ne peuvent avoir des effets que dans les courts termes.
Or, dans les longs termes, ces mesures conjoncturelles deviennent inefficaces. Et cette inefficacité fait qu'il faudra qu'elles soient accompagnées des autres mesures structurelles qui peuvent alors accompagner dans les longs termes les actuelles mesures conjoncturelles. En cas d'espèce, avons-nous besoin de quelles mesures structurelles ou bien fonctionnelles? On a besoin de deux. À la fois. De deux à la fois, parce que nous avons un problème. Vous savez, le problème de l'économie, c'est comment? Moi, j'aime toujours prendre des exemples terre à terre. Allez-y. Vous êtes dans une maison, vous gérez votre maison. Vous n'allez pas dire à un enfant à la maison, écoutez, aujourd'hui, on ne mange pas parce qu'on a un projet d'acheter une parcelle. Oui, n'est-ce pas? Acheter la nourriture à la maison, ça, c'est conjoncturel. Mais acheter une parcelle, c'est structurel. Est-ce que l'enfant comprend le bien fondé de l'achat de la parcelle pendant qu'il a faim? Non. Alors, il faut d'abord, d'une manière ou d'une autre, chercher à acheter la nourriture pour l'enfant. Et maintenant, ne pas oublier le fait que vous devez acheter une parcelle parce que cela constitue votre garantie de survie pour l'avenir. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait l'économie. Ici, je voulais dire que les mesures prises par la Banque centrale ne sont pas mauvaises. Ne sont pas mauvaises, mais elles doivent plutôt être accompagnées des autres mesures structurelles qui peuvent, dans le long terme, sécuriser ces mesures conjoncturelles de sorte à rendre les effets plus durables que l'on le veut vraiment. Il y a Dovel Matondo, c'est un économiste qui est en train de nous suivre depuis quelque part, qui demande quelles pourraient être les répercussions positives de cette dépréciation sur l'économie nationale. Merci beaucoup pour cette question. Les répercussions sont nombreuses. Et le plus important, c'est par exemple l'amélioration du pouvoir d'achat. L'amélioration du pouvoir d'achat, mais également, par ricochet, l'amélioration des conditions sociales de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsque la monnaie s'apprécie, cela augmente la confiance de la population en cette monnaie, en sa monnaie, qui est la monnaie nationale. Malgré qu'elle est cotée à l'incertain, mais le fait qu'elle s'apprécie, ça augmente la confiance parce que c'est une tendance vers une cotation au certain. Voyez. Alors, ici, je voulais dire, il y a beaucoup de répercussions, parmi lesquelles l'amélioration du pouvoir d'achat. Mais, peut-être, pour cause de spéculation, il n'y a pas cette allure-là d'amélioration de pouvoir d'achat. C'est dû au fait que les autres services qui doivent jouer leur rôle ne les jouent pas. Quels sont ces services? Il y a par exemple le ministère de l'économie. Lorsqu'il y a baisse du taux de change, en réalité, il faut que le prix sur le marché baisse. Même s'il n'y a pas une forte corrélation entre les deux, mais cela induit ainsi la diminution l'amélioration du pouvoir d'achat. Les prix sont restés statiques sur le marché. À part le prix du litre à la pompe, 2600 et quelque chose. Non, dire que les prix sont restés statiques, c'est faux. Il n'y a pas rigidité de prix sur le marché. Par contre, il y a une baisse de prix, mais qui est moins proportionnelle par rapport à la baisse du taux de change. Ça, je suis d'accord. Alors, c'est pourquoi je dis, pourquoi il n'y a pas une baisse de prix sur le marché qui soit de la même proportion que la baisse du taux de change? C'est parce que les autres services habilités ne jouent pas pleinement leur rôle. Je fais ici allusion au ministère de l'économie. Ce ministère devrait faire quoi? Oui. Voilà. C'est ce ministère-là qui régule le prix de biens sur le marché. La politique de prix sur le marché est gérée par le ministère de l'économie. Et lorsque il y a augmentation ou diminution de prix, plutôt il y a augmentation du prix, c'est au ministère de l'économie de faire une intervention, une descente sur le marché pour réguler, fixer obligatoirement le prix à un certain niveau. Obliger aux opérateurs économiques de respecter les mesures prises. C'est le cas. Mais seulement, même le ministère de l'économie a une difficulté que moi, en tant qu'économiste, je comprends.
Le problème, c'est qu'en RDC, nous avons d'un côté les différents produits dont le prix sont régulés par l'État, mais de l'autre côté, nous avons le prix sur lequel l'État n'a pas une mainmise. Je prends les cas. Là, l'État a la mainmise sur le prix du carburant, le prix du transport. Là, la baisse, c'est vrai qu'elle est légère, mais elle est effective. Elle est effective. Même si aussi dans le transport, il y a un problème parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment, ça ne se fait pas ressentir parce que chaque propriétaire d'un bus, d'un taxi, fixe le prix. Non, mais là, l'État est quasiment démissionnaire hein, dans le secteur des transports. Voilà, oui. exactement. C'est ça ce que je veux dire, qu'il y a les autres services qui ne jouent pas vraiment leur rôle parce que les mesures peuvent être bonnes. Mais lorsqu'il n'y a pas autorité, il n'y a pas l'autorité de l'État qui doit faire suivre alors, de sorte à permettre une mise en application par chacun des dispositions prises. Alors, même si ces dispositions sont formées par Dieu lui-même, elles ne vont pas s'exécuter. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de questions qui tombent à flot. Il y a quelqu'un qui dit, à l'inverse, quel risque cette situation comporte-t-elle pour les importateurs, les ménages et les investisseurs? Merci beaucoup. D'abord, je commence par le ménage. Je le disais ici que nous avons une économie fortement dollarisée. Ça veut dire beaucoup de nos transactions s'effectuent en dollars et même quand quelqu'un veut épargner, l'épargne, on la fait toujours en dollars. Oui. Vous voyez? Ça veut dire que presque chaque ménage a au moins une certaine quantité de dollars gardés quelque part dans un compte à banque et même thésaurisés quelque part. Et aujourd'hui, si par exemple j'avais dans mon compte 1000 dollars, le fait qu'il y a appréciation du franc congolais, avant, 1 dollar s'échangeait contre 2800 francs. Ce qui faisait que 1000 dollars faisaient 2 800 000. Mais aujourd'hui, du fait qu'aujourd'hui, parce que j'ai consulté le site de la Banque centrale aujourd'hui, à l'indicatif, les taux, c'est 2149, quelque chose de comme ça. Donc, 1000 dollars valent aujourd'hui combien? 2 100 000 quelque chose. Vous voyez? Et est-ce que les 2 800 000 avant gardent le même pouvoir d'achat que les 2 100 000 aujourd'hui? Vous voyez? C'est ça la grande question. C'est pourquoi nous voulons que, parce que le taux d'échange a baissé, la monnaie s'est appréciée, mais il faut que également sur le marché de biens et de services, le prix baisse pour que le ménage garde le même pouvoir d'achat. Est-ce que cette appréciation du franc congolais peut-il se maintenir réellement à long terme? C'est possible qu'elle se maintienne lorsqu'elle se fera, et seulement si elle se fera accompagner des autres mesures structurelles. Par exemple, lorsque, au-delà de toutes ces mesures conjoncturelles prises par la Banque centrale, il y a également l'augmentation de la production. Il y aura une main sur l'accélérateur, de sorte à ce que nous avons vu ici, on a amené le bateau de pêche. Oui. Mais il faut que ces bateaux de pêche soient mis en exploitation. On doit les exploiter. On doit en fait parvenir à accompagner cela. Mais également ici, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. La Banque centrale, elle seule, peut proposer au gouvernement, parce que j'ai ici dit que la politique économique a 3 axes, 3 instruments, la politique monétaire, budgétaire et d'échange. Jusque-là, on joue avec la politique monétaire et la politique d'échange. Mais du point de vue budgétaire, pourquoi pas que le gouvernement prenne des mesures, par exemple, de financer les activités maraîchères. Ce sont des produits qui ont un cycle d'exploitation de moins de 3 mois. Donc, nous sommes là dans le court terme. Le gouvernement peut mettre
le pied sur l'accélérateur de ces côtés-là, financer, accompagner toutes les activités maraîchères de sorte à inonder nos différents marchés de biens de première nécessité. Ça sera une façon de décourager les importations de ces biens-là, mais une façon d'accompagner de manière durable les mesures conjoncturelles prises par la Banque centrale. Vous voyez? C'est clair, oui. Alors, depuis Indonésie, il y a une question qui tombe. Quels indicateurs macroéconomiques, Monsieur Michel, doivent être surveillés pour évaluer la durabilité de cette tendance? Ici, il y a d'abord la production. Il faut vraiment que nous soyons à mesure de produire. S'il faut vraiment que nous maintenions cette allure, il faudra qu'on soit à mesure de produire. Vous voyez? Ça, c'est une clé. Et s'il faut vraiment que nous gardions de manière durable, je vais dire, il faudra qu'on soit à mesure de produire. Produire. Mais la production dans tous les services pose déjà les problèmes avec notre gouvernement. Exact. La production ici, je veux qu'elle soit diversifiée parce que c'est ça aussi le problème de notre économie. Lorsqu'on parle de production, des fois on nous brandit une production qui est issue que d'un seul secteur, qui est le secteur minier. Cependant, nous avons une population très diversifiée, selon que la RDC c'est pratiquement un pays continent. Voyez. Et les secteurs miniers ne couvrent pas l'ensemble du territoire national, soit l'ensemble des provinces. Or, les autres provinces qui restent, l'activité principale, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage. Alors, il faudra que, au-delà de la production qui provient du secteur minier, il faut que les autres secteurs de la vie économique produisent aussi. Dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, on doit produire. Et si pas même pour exporter, mais que cette production suffise, ne fût-ce que pour la subsistance. Là, nous sommes toujours dans une production qui est échelonnée à long terme. Exactement. Non, non, pas seulement à long terme. Oui. Ici, je fais allusion à l'accompagnement des activités maraîchères. La diversification de l'économie, par exemple, il ne faudrait pas s'y fier beaucoup plus à la production minière, ça on a compris, ouais. Mais l'agriculture doit accompagner. Le bateau de pêche, exactement. On en compte au bout des doigts. On comprend que cette mesure de la précession des francs congolais risque à ne pas se maintenir à long terme. Non, elle va se maintenir. Moi, je crois qu'elle va se maintenir parce que... Pourquoi je crois? Ce n'est pas que je crois comme si c'était une foi en Dieu, non. Je crois au vu des éléments palpable. J'ai ici fait allusion au fait qu'il y a eu une décision qui avait été prise pour acheter le bateau de pêche. Qui sont arrivés? Nous les avons tous vus. Oui. Vous voyez? Ce qui veut dire que si une fois on met ces bateaux-là en activité, on va décourager les importations de poissons chinchards. Vous voyez? Et une fois qu'on ne sera plus en train d'importer les poissons chinchards, d'office, c'est notre production qui va couvrir. Mais au-delà de ça, il y a, j'ai vu récemment quand le chef de l'État a fait une descente en Bujimaï, j'ai vu un grand dépôt rempli de farine de maïs, de farine de manioc provenant de Kanyamaka CC. Ah, là, il y a un travail louable qui est abattu. Ce qui veut dire que si vous comparez ces 2 dernières années, par rapport aux autres années précédentes, la RDC est en train de produire. Même si nous ne sommes pas encore à mesure d'exporter notre production, mais nous sommes à mesure petit à petit de nous autosuffire du point de vue consommation avec la production interne. Demandez à votre invité, peut-on parler d'une amélioration structurelle du système productif national ou simplement d'un ajustement conjoncturel? Jusque-là, il s'agit d'un ajustement conjoncturel, mais qui doit perdurer à condition que cela s'accompagne de mesures structurelles. Et quelle influence les flux des devises, aide extérieure, exportation minière, transfert de la diaspora, etc., exerce-t-il sur cette dynamique? Les Congolais vous suivent, hein? Merci beaucoup. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent à la maison.
La question est quel est l'impact, hein? Oui, si vous oui. pouvez reprendre la Quelle question. influence le flux des devises, aide extérieure, exportation minière, transfert de la diaspora exerce-t-il sur cette dynamique? Exactement. Vous savez, j'ai dit ici, nous sommes dans une économie qui a vraiment un penchant vers le secteur minier parce que c'est le seul secteur qui produit. Alors c'est ce qui fait que lorsqu'il y a baisse de la cour de matières premières, directement, notre économie est affectée. C'est pour ça que je conseille ici au gouvernement, d'une manière ou d'une autre, de s'engager sur l'élan de la diversification de l'économie. On ne doit pas seulement compter que sur les revenus provenant du secteur minier, mais aussi sur le revenu des autres secteurs. J'encourage ici le projet de Kanyamaka, c'est ce qui doit s'étendre dans d'autres provinces. Et cela peut alors donner un coup de pouce structurel à notre économie. Donc, mais également, il a parlé de transfert de la diaspora. De la diaspora, oui, exactement. Ici, vous devez savoir que les transferts de la diaspora vers l'intérieur de la RDC a un impact très important parce que l'argent qui vient de la diaspora vers les territoires nationaux ne vient pas en francs, ça vient en dollars. Or, il y a peut-être un aspect que je n'ai pas expliqué ici, c'est qui fait aussi varier les taux d'échange, c'est le fait que nous ne sommes pas en mesure d'exporter. Mais exporter, c'est ramener les dollars vers l'intérieur. Et importer, c'est faire fuir les dollars vers l'extérieur. Or, ici, le fait qu'il y a une diaspora qui soutient l'économie au niveau interne, c'est une façon pour eux de contribuer en apportant les dollars de sorte à apprécier davantage le franc congolais. Donc, pour consolider la valeur des francs congolais, il va falloir que les gouvernements puissent diversifier l'économie. Exactement. Et beaucoup plus s'étendre dans la production. Dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que du point de vue démographique, nous sommes là, nous avons une population dont la majorité, ou soit la grande partie, vit dans les milieux ruraux. Or, le milieu rural congolais a comme activité principale l'agriculture. Ainsi, si une fois on arrive à accélérer du côté de l'agriculture, vous allez vous rendre compte qu'on aura une croissance qui va profiter à la grande partie de la population parce que ça sera une croissance inclusive. Et dans la stabilisation du marché d'échange, quel rôle doivent jouer les acteurs privés? Oui, ils ont un rôle très important. Très important parce que ici nous sommes en train de parler de la production. Je vous assure, dans presque beaucoup de mes interventions, j'ai toujours signalé les rôles du secteur privé. L'entrepreneuriat en RDC, c'est un secteur qui peut solutionner tous les problèmes, tous les maux économiques que nous avons aujourd'hui. Si une fois, ce secteur est accompagné. Accompagné, pourquoi? Parce que les entrepreneurs sont ceux-là qui produisent. Même lorsqu'on dit l'État doit produire, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les ministres qui vont descendre pour aller produire. Nous voulons que l'État produise, mais par la création des entreprises ou par l'accompagnement des entrepreneurs du secteur privé. Vous voyez? Et lorsque le secteur privé produit, et cette production-là devient alors la production nationale. Parce que en économie, au niveau national, on parle des agrégats macroéconomiques. Par exemple, le PIB. Mais le PIB, c'est quoi? Au-delà des autres moyens de calcul, c'est la somme de valeurs ajoutées créées par les différentes entreprises. Une entreprise, deux entreprises, trois entreprises, chacune a une valeur ajoutée, a créé de la valeur, et c'est la somme de toutes ces valeurs qui forment le PIB. Or, comment cela peut avoir un impact lorsque c'est un secteur qui est négligé, qui n'est pas accompagné? Voilà pourquoi je vais vraiment... Les leçons tirées de cette situation pour éviter les fluctuations excessives à l'avenir. Oui, les leçons tirées sont que il faut qu'au-delà de mesures conjoncturelles,
que les mesures structurelles s'accompagnent également, ou soit qu'elles soient prises de manière simultanée. Il ne faut pas que l'on prenne d'abord des mesures conjoncturelles sans pour autant évaluer l'impact que cela peut produire, et puis après maintenant revenir pour dire il a fallu qu'on accompagne ceci de mesures structurelles. Non. Une politique économique, c'est un tout. Ça ne doit pas s'exécuter en partie. Ça doit s'exécuter de manière globale, dans les courts termes, tout comme dans les longs termes. Très bien. La dernière question, c'est la question de Toussaint Loubaki. Il vous demande quel message adresseriez-vous aux citoyens pour comprendre et mieux s'adapter à cette nouvelle réalité monétaire? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante. Le message que moi, je vais adresser à la population Regardez votre caméra, oui. À la population congolaise, mais également aux Quinois, c'est que nous devons accepter ces mesures. Nous devons accepter ces mesures, conjoncturelles qu'elles soient, mais qui ont apporté des effets positifs sur le terrain. Nous avons vu ça, que le franc s'est apprécié par rapport au dollar, mais nous devons éviter nous-mêmes des spéculations, parce que les spéculations tuent l'économie. Par exemple, vous apprenez, la Banque centrale affiche à l'indicatif les taux, les taux d'échange de la monnaie nationale contre les autres monnaies. Et c'est chaque jour. Vous voyez, nous voyons ça tous. Mais vous allez trouver quelqu'un d'autre, par mauvaise foi, par spéculation, qui veut simplement, d'une manière ou d'une autre, s'enrichir de manière déloyale, fixer un taux selon ce que bon lui semble en fait. Ah, et ça, ce n'est pas bien. Ça tue l'économie. Alors, je voudrais vraiment ici interpeller toute la population en leur disant, nous devons nous aussi être agents, faire en sorte que d'une manière ou d'une autre, nous puissions accompagner les mesures prises par le gouvernement. Alors, je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'UPEN, Michel Michoma. Vous êtes un économiste de formation. Je vous dis merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La seconde étape, nous allons prendre l'avion pour aller à Nairobi et questionner ce qu'a été la déclaration commune du mouvement lancé par Joseph Kabila Kabange, Sauvons la RDC avec Yassem Avongara, tout de suite après ceci. Yassem Avongara, pour analyser les tons, les images de cette tension qui monte d'un cran dans la République démocratique du Congo depuis la déclaration du mouvement Sauvons la RDC lancé par Joseph Kabila Kabange. Il est déjà assis dans son fauteuil. Yassem, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est là pour répondre, vous savez, avec, je viens d'une série de reportages. Effectivement. Vous étiez avec Julien Paluku qui a condamné
les dires des caciques qui étaient à Nairobi avec Joseph Kabila Kabange, dans ces moules, dans cette effervescence de prendre un peu les décisions sur la République. Je vous convie de suivre d'abord Julien Paluku. Nous allons continuer après. Je l'ai considéré comme un chiffon. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Nituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui se fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Julien Paluku, depuis les USA au Forum économique, dans un briefing spécial animé par Patrick Mouyaya, il a qualifié de chiffon la déclaration de Nairobi, si je dois me le permettre. Yassem Avongara, votre analyse des faits, de ces qualificatifs qui fait mal, qualifier de chiffon, un travail intellectuel des opposants, c'est vrai, qui se sont réunis autour de Joseph Kabila Kabange pour cogiter sur l'avenir de la République, mais également proposer une voie de sortie de cette crise qui sévit dans l'Est du pays. Bon, c'est tout à fait normal avec ces conglomérats de rebelles qui s'est réunis justement au niveau du Kenya. Ce n'est que normal. Vincent, je donne raison au ministre Paluku, qui du reste reste vraiment dans la vision du chef de l'État. Alors, Julien Paluku n'est pas n'importe qui dans ce pays. Bon, excusez-moi de parler de lui, j'aime pas parler des individus, mais au moins, puisque la guerre s'opère au niveau de l'Est, lui qui fut plus de 12 ans, je crois, gouverneur du Nord Kivu, donc il maîtrise les méandres ou encore cette zone. Donc quand Julien Paluku se permet de qualifier ces drafts de chiffon, c'est tout à fait normal, parce que un président, soyons quand même sérieux. Aujourd'hui dans le monde, on parle plus des présidents sortants ou des anciens présidents sont devenus des modèles, pas des modèles de guerre, non. Ce que Joseph Kabila est en train de faire... Il tient des conférences. Sarkozy avait même écrit des livres sur l'expérience de nouvelles générations. Ça, c'est une évidence. Donc, on ne peut pas revenir toujours en arrière. Non, c'est archaïque. Mais puisqu'il y a une crise chez nous, c'est tout à fait légitime que les Congolais se parlent, cogitent sur une voie de sortie. Non, c'est normal que le Congolais se parle. Ça, vous avez totalement raison. C'est tout à fait normal. Mais quels sont ces Congolais-là qui doivent parler pour trouver solution? Oui, mais quand on parle d'un ancien chef de l'État qui soutient la rébellion, qu'il a été condamné d'une façon irrégulière et arbitraire. Non, pourquoi il a été condamné? Ça c'est la grande question, Vincent.
Pourquoi Joseph Kabila est-il condamné? Pourquoi? Il pense que c'est un règlement des comptes. C'est ce qui a été dit. C'est pas un règlement des comptes, Vincent. Il y a beaucoup de choses dedans. D'ailleurs, on n'a pas évoqué plusieurs choses qui devaient être prononcées pendant son procès. On a exempté d'autres points. Mais seulement, on doit retenir qu'un ancien président de la République ne peut pas se prévaloir d'être rebelle et en être fier. C'est tout à fait... C'est impossible. Joseph Kabila, qui a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans, aujourd'hui rebelle, ce qui soutient les rebelles. Parce que je ne vois pas Tshisekedi, étant président de la République, aller là-bas, c'est pavaner avec ces rebelles. Je ne vois pas. Pourquoi? J'ai suivi même une certaine vidéo des rebelles, des militaires du M23, des rebelles M23, qui dit on attend Tshisekedi. On a pris même la photo, vous voyez le pancarte qu'on met dans de place publique. Si Tshisekedi d'arriver, si on va faire ce qui n'est pas bon. Alors, je me dis, pourquoi on n'a pas parlé de Kabila comme ça? C'est parce que Kabila le soutient. Non, Kabila n'est pas au pouvoir, c'est tout à fait non, normal. Mais il incarne l'expérience nationale et même continentale. Il n'a pas l'impérium. Comment vous dites-vous qu'on parle de lui? Non, non. Pourquoi? On ne peut pas parler de Kabila parce qu'il n'a plus l'impérium, il n'est plus aux affaires. C'est Tshisekedi qui a le bâton de commande. Non, puisqu'il a géré ce pays, Kabila allait être une bibliothèque, comme disait un savant en Afrique. Quand un VR meurt, c'est toute une bibliothèque qui Amadou Ampateba, tout ça, on a tous bien étudié. Donc, veut dire que, moi je traduis à ma manière, en Afrique, si un président n'est plus aux affaires, je paraphrase, si un président n'est plus aux affaires, il doit rester aux affaires. Il entre dans le panthéon de l'histoire. Un modèle, il devient un modèle. C'est une réserve. Une réserve de la République, une sagesse approfondie de la République. Maintenant, c'est quoi? Mais quand il n'est pas reconnu par les siens, non, pourquoi il n'est pas reconnu? Il est tagué des commanditeurs, des troubles qui sévissent, ça et là. Comment voudriez-vous qu'il soit en odeur de sainteté avec vous? Il ne faut pas condamner les faits, plutôt les causes. Dites-moi. C'est-à-dire que Kabila, c'est lui le problème de l'agression à l'Est. Mais il est cité dans beaucoup de rapports. Il y a le chef de l'État le disait tantôt. Le disait depuis toujours que Kabila, les AFC, c'est lui. Félix Tshisekedi le disait depuis longtemps. Mais nous, on ne le croyait pas. Oui, mais Yassem Abongara, vous êtes journaliste proche du pouvoir, vous êtes dans une chaîne du pouvoir également. Dites aux Congolais qui vous suivent en ce net moment, quel est l'avenir du mouvement qui est lancé par Joseph Kabila Kabange, Sauvons la RDC? Non, mais c'est un plagiat, c'est tout à fait normal, c'est un plagiat, souvenez-vous. Si aujourd'hui, c'est d'ailleurs, quelle méchanceté. Le concept Sauvons la RDC, certainement il y a eu un retentissement Congo à la fin, Sauvons Congo, Sauvons les Congos, du patriarche, je peux dire, de l'archibishop Coutinho Fernando, que je salue en passant, que je l'encourage de ce qu'il fait. Il a rigolé quand il a appris ça, je crois. Rien que ce titre, Sauvons les Congo et Sauvons la République démocratique du Congo, il a rigolé. Et donc, c'est quelqu'un qui doit être choqué par rapport à ce nom que le conclave de l'opposition rebelle, armée, ont prononcé, c'est Coutinho Fernando. Quand Coutinho Fernando parlait de Sauvons les Congo, souvenez-vous, en 2000, je crois 2002, non 2002, 3, 4, Coutinho Fernando a été crucifié, a été humilié. Il est aujourd'hui inapte, un père de famille. Donc c'est à cause justement de ces concepts-là qu'il a été humilié. En Grèce antique, on ne compare pas Cicéron et Socrate parce que les démarches étaient différentes. Donc Coutinho, c'est un religieux, Kabila, c'est un politique. Pourquoi faire ces parallélismes? Kabila, moi je vous contredis, Kabila, plutôt Coutinho, c'est un Congolais. Et Kabila, Congolais, et Kabila, bon, voilà, c'est un ancien président de la République, pour ne pas parler de la nationalité. Oui, mais, et donc, cette conception-là prouve à suffisance qu'il y a un problème même au niveau de l'intellect. Ça, c'est un problème. Et
si vous entrez dedans, vous allez voir que toutes les recommandations qui sont sorties, qui sont mentionnées, vous allez voir qu'il n'y a que des répétés, il n'y a que déjà vus, entendus. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et je pense qu'à ce moment, au niveau de Kinshasa, au niveau de ce régime, j'en appelle justement à l'Union sacrée de la nation à réfléchir comment contredire cette aventure. L'Union sacrée de la nation est considérée selon le mouvement Sauvons la RDC comme un parti-État qui est érigé bien évidemment en violation de la constitution de la RDC qui consacre une pluralité des partis politiques. Là, vous parlez Je parle de ce qui a été découlé dans la déclaration. Non, mais entre nous, savons que c'est faux. C'est vraiment faux. Ils ne sont ni légitimes, ni reconnus par le peuple congolais. C'est vraiment absurde d'entendre ça. Mais ce que moi je peux dire, le régime Kinshasa doit se préparer. Il doit faire quoi? Se préparer à faire quoi? Se préparer dans la mesure où il y a un complot contre la République. Et je pense, ceux qui étaient à Kinshasa, ceux qui habitent ou qui résident à Kinshasa, notamment ces jeunes-là qui a été incarcéré à la prison. C'est puis un président, tout ça, un candidat président de la République, cette Kikouni, vous l'appelez jeune. Ces jeunes hommes, non, c'est désobligeant. Ces jeunes hommes-là, ces jeunes hommes, d'ailleurs, je suis encore gentil, hein, sinon je l'appellerai petit. Alors, celui-là, il ne peut pas rentrer au pays sans pour autant, attendez, sans pour autant, excusez-moi, je crois que ce que j'ai dit, est très important. Il s'appelle encore comment? Seth Kikouni. Dès qu'il foule ses pieds ici à Kinshasa, il doit être interpellé. Parce qu'il a comploté contre la République. Il s'est réuni avec ceux qui sont condamnés à mort. Est-ce que vous voyez ça? Condamnés à mort. Il y a Matata qui est condamné à 10 ans de prison. Il y a Kabila condamné à mort. Beaucoup de gens sont condamnés. Mais il est allé... Matata a fui à Kinshasa et il est réapparu au Kenya. Bon, Matata Pogno, il a... Non, mais la politique est dynamique. La politique, c'est ça les dynamiques. La politique est dynamique, mais la politique congolaise est dynamique avec beaucoup d'aventures. Même l'enfant Jésus avait fait à l'époque d'Hérode. Non, mais parlons du Congo. La politique est dynamique, mais beaucoup d'aventures en République démocratique du Congo. Vous voyez comme quelqu'un comme Franck Diongo, vraiment Franck Diongo. Kouloutou vient la biso Franck Diongo, vraiment. Et puis, seule la lutte libère. Vraiment. Donc, il se retrouve avec Kabila. Kabila qui est le chef de Franck Diongo aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'on comprend. Dans le mind de Franck Diongo, était-il à l'aise quand il a vu Kabila ou bien il s'est dit, bon, écoutez, on est en politique, on fait avec, il n'y a pas un ennemi éternel? Non, c'est la dernière question. Non, cher ami, il faut pas dire ça. Franck Diongo, même l'opinion est témoin. Oui. Franck Diongo ne peut pas aujourd'hui, même si la politique est dynamique, dans la politique, il n'y a pas l'ennemi éternel, tout ça. Mais à certains moments, on se dit, monsieur, quelqu'un qui m'a déjà poignardé par le technique de combat. La dignité, on doit préserver sa dignité. Préserver ça. Voyez Franck Diongo. Je crois qu'on va revenir sur Franck Diongo. Oui. Balancer les images de Franck Diongo qui a été humilié, datant justement de celle d'aujourd'hui. Vous allez voir que Franck Diongo a craché sur sa réputation. C'est très grave. Des questions politiques, nous vous disons merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand régal de vous avoir pour la clarté sur des questions politiques du pays. Merci beaucoup Vincent, merci à tout le monde. Je crois que nous allons revenir demain pour parler, analyser ensemble avec le peuple. Malheureusement, vous m'avez pris peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti pour demain. Ne zappez pas le journal, c'est dans peu de temps avec Teddy Guillet qui est déjà dans les couloirs, bien habillé pour vous informer. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir à tous et à tous. À très vite et bonne soirée chez vous.